Alors on est parti d'un petit cadre d'étude pour évaluer les impacts. J'ai pris l'exemple de la conchiliculture et j'ai proposé des petites solutions à petite échelle pour s'adapter. Et la question c'est et si on faisait ça à très grande échelle au point d'agir sur le climat? Je vous dis que le calcaire consomme du CO2. Eh bien répandons du calcaire dans les océans. Je vous dis que les macroalgues consomment du CO2. Eh bien mettons des macroalgues dans les océans. C'est le genre de solution qu'on va évaluer ensemble, voir un petit peu leur potentiel. Et avant, je voudrais revenir quand même sur quelques concepts, et notamment l'objectif net zéro, la fameuse neutralité carbone. Donc ça, c'est un graphique que j'ai sorti de Carbone 4, chez qui j'étais allé au mois de juillet faire ce genre de présentation-là. Vous savez qu'on a tous des objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, et plus particulièrement du CO2, qui est le problème. Donc ce sur quoi on table, globalement, c'est une baisse des émissions mondiales de 5% par an. Chaque année, on baisse de 5%, puis encore 5%, puis encore 5%, puis encore 5%. C'est ce qu'on a fait une année pendant le Covid. On n'a jamais refait ça. Donc c'est un Covid, plus un autre Covid, plus encore un autre Covid, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on voit tout de suite les contraintes que ça pose. On peut comprendre qu'on n'y arrive pas, alors qu'on n'ait pas envie de le faire. Pour arriver quelque part en 2050 avec un niveau d'émission qui, lui, pour le coup, est qualifié d'inévitable, difficile à éliminer, selon le jargon, et que donc, puisqu'on parle de neutralité, il nous faudra compenser. Ça veut dire la neutralité carbone, ça veut dire qu'on continue d'émettre du CO2, mais que ce qui sera émis sera retiré. C'est ça, la neutralité carbone. C'est pas zéro émission, c'est zéro émission nette. Ça veut dire qu'en brut, il y a encore quelques émissions dites résiduelles, difficiles à éliminer. Ces émissions, quelles sont-elles? Un peu de production de ciment, un peu de production d'acier, très difficile à carboner. Les armées, de la sécurité, de la dissuasion, très difficile à décarboner. De la santé, avoir des hôpitaux qui fonctionnent avec des respirateurs artificiels qui fonctionnent, très difficile à décarboner. Bref, on peut imaginer que quelques avions dans le ciel. Impossible de décarboner l'aviation, je pense qu'il ne faut pas rêver là-dessus, mais il y a peut-être toujours quelques avions dans le ciel pour des questions d'urgence. Donc voilà, donc on aura quand même des émissions résiduelles qu'il nous faudra d'une certaine manière compenser. Quand on parle de neutralité carbone, à l'horizon 2050, c'est quoi l'objectif au départ? C'est maintenir la température du globe à 1,5 à 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, sachant que le 1,5 est déjà globalement passé et que le 2 sera passé à l'horizon 2030, parti comme c'est. Donc ce sera aussi, pourquoi est-ce qu'on va vouloir retirer du CO2 de l'atmosphère? Ce sera pour corriger un dépassement, puisqu'on va dépasser globalement. Et puis pourquoi est-ce qu'il va falloir retirer du CO2 de l'atmosphère? Eh bien parce que les puits naturels de CO2 s'affaiblissent. Un puits naturel de CO2 qu'on connaît bien sur Terre, c'est par exemple le puits forestier. Or, les forêts brûlent, les forêts sont touchées par des ravageurs, des scolytes, des tordeuses de bourgeons de l'épinette au Canada, par exemple. Et donc, il va falloir compenser tout ça. C'est pour ça qu'on s'intéresse à l'élimination du CO2 atmosphérique. Le CO2 qui est dans l'atmosphère, globalement, il n'y reste pas. 50% du CO2 qu'on émet se retrouve dans l'atmosphère et va globalement y rester durablement. Et la seule manière de le retirer, c'est de planter des forêts. Les forêts aujourd'hui capturent à peu près 30% du CO2 qu'on émet tous les ans. Et l'autre réservoir majeur, l'océan. On l'a dit quand on a parlé d'acidification, le CO2 aux interfaces atmosphère-océan se dissout. L'océan a déjà capturé 25% du CO2 anthropique qu'on émet depuis globalement la révolution industrielle, selon cette équation qui est la même que tout à l'heure, mais en simplifié, écrite de manière linéaire, où on voit à nouveau le CO2 qui se dissout, qui se complexifie avec l'eau pour relarguer de l'acide carbonique, qui lui-même va se dissocier en bicarbonate et protons. Donc ça, on avait vu ça. Donc ça, on a un puits globalement physique de CO2 par les océans, via la solubilité. Aujourd'hui, on capture du CO2 atmosphérique de manière volontaire grâce à des plans de reboisement, de reforestation, d'afforestation. On fait déjà aujourd'hui de l'élimination de CO2 atmosphérique volontaire grâce à des programmes volontaires. Typiquement, Macron, avec son million d'arbres, c'est typiquement de la capture de CO2
atmosphérique. On fait déjà à l'échelle mondiale, je rappelle qu'on émet 40 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. À l'échelle mondiale aujourd'hui, on capture par des plans volontaires de capture de CO2 à peu près 2 gigatonnes. C'est ça qu'on sait faire aujourd'hui sans trop se forcer. On sait faire ça. Et puis, donc c'est 2 gigatonnes de CO2 principalement liées à des programmes de reforestation de reboisement. Sur ces 2 gigatonnes, il y a à peine 0,1% qui est capté, qui est dû à des programmes de capture dits non conventionnels, qui ne sont pas donc des forêts, du reboisement, etc., mais c'est typiquement de la production de bioénergie, de capture et de stockage du CO2. Ça, c'est tout à fait mineur, c'est du biochar, c'est différentes techniques dites non conventionnelles qu'il va falloir développer. Ce sur quoi on table à l'horizon 2050. C'est plus 2 gigatonnes de CO2 par an capturées, c'est plutôt 7 à 9, compte tenu de nos trajectoires d'émissions. 7 à 9 gigatonnes de CO2 capturées, ça veut dire qu'il faut augmenter la capture par les puits dits conventionnels de reboisement, reforestation, etc. Et ça, on estime qu'on peut augmenter peut-être de 1 gigatonne, mais pas tellement plus, parce qu'il y a des conflits d'usage pour l'espace. La reforestation, le reboisement, ça prend de l'espace, et c'est des terres qui sont plus disponibles, par exemple, pour de l'agriculture. Puis comme je l'ai dit, les puits naturels forestiers s'affaiblissent en plus. Ils sont beaucoup moins efficaces qu'ils ne l'étaient de par le passé. Ne serait-ce qu'en 10 ans, ils se sont affaiblis. Et donc, vous l'avez compris, les regards se retournent vers cette masse bleue-là, qui est l'océan, qui est un réservoir de carbone majeur. L'océan contient à peu près 38 000 gigatonnes de carbone, quand l'atmosphère n'en contient que 600. Donc on peut imaginer que les excès de CO2 qui sont dans l'atmosphère aujourd'hui, qui sont de l'ordre de à peu près 300 gigatonnes de CO2 cumulés depuis l'ère pré-industrielle, 300 gigatonnes, 38 000 dans l'océan, pas grand-chose. Si on pouvait le pousser un petit peu, le mettre dedans, ce serait quand même somme toute assez pratique et ça aurait finalement très très peu d'impact. Tout ça serait converti globalement en bicarbonate, dont il y a plusieurs milliers de gigatonnes déjà dans l'océan. Globalement, ça paraît plutôt séduisant. Donc les regards se tournent vers l'océan pour nous aider à accomplir cette dure mission qui est d'être capable, à l'horizon 2050, de compenser des émissions inévitables, difficiles à abattre. Vous comprenez un petit peu le défi. Donc là, globalement, depuis 5 ans, on voit qu'il y a une pression très très forte sur l'océan et de trouver des solutions fondées sur l'océan pour capturer du CO2. Et quelque part, quand en 2015, on a signé les accords de Paris, qu'on a parié sur la neutralité carbone à l'horizon 2050, en fait, les politiques, sans le savoir, ont fait un pari sur l'océan. Ils ont fait ce pari-là, mais ils ne le savaient pas. En fait, ils ne savaient pas pourquoi ils signaient. Ils n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait impliquer sur le plan écosystémique, sur le plan planétaire, cette neutralité carbone. D'accord ? Ils se sont dit, les scientifiques trouveront quelque chose. Et je pense qu'ils ne se sont même pas dit ça, à vrai dire. Ils étaient très contents, les 195, de se serrer la main. Alors, de quoi on dispose dans l'océan? C'est quoi les pompes à CO2 océaniques dont on dispose? Donc, on a parlé de la solubilité physique de l'océan qui acidifie, qui capte 25% de nos émissions. Il faudra évidemment beaucoup plus que ça. On a des écosystèmes océaniques séquestrateurs de CO2, comme ceux que vous voyez sur cette diapositive. Vous avez d'un côté des herbiers de Posidonie en Méditerranée, de l'autre côté des marais aspartines dans le golfe du Saint-Laurent au Canada. Donc ce sont globalement des végétaux qui font de la photosynthèse, qui capturent du CO2 atmosphérique, qui vont séquestrer de la matière organique dans le sédiment et qui vont le séquestrer durablement. Donc déjà, la première chose qu'on peut se dire, qui est acceptable par tous, c'est de se dire restaurons ces écosystèmes à carbone bleu partout où c'est possible. Arrêtons d'urbaniser les littoraux, redonnons quelque part une place à cette nature-là. Il faut savoir que par unité de surface équivalente, un écosystème à carbone bleu peut séquestrer 10 fois plus de carbone qu'une forêt. Donc c'est super intéressant. On peut se dire, faisons ça. Globalement, ça ne coûte pas grand-chose, après tout. C'est acceptable comme par tout le monde de faire ça. Mais voilà, donc je vous ai mis l'ordre de grandeur qu'il faut retenir. Aujourd'hui, les écosystèmes à carbone bleu, bien qu'ils soient très productifs, très efficaces sur des petites surfaces, ça n'est jamais que 0,2 gigatonnes de CO2 par an. On en émet 40, on en a besoin de 7 à 9 à l'horizon 2050. Et là, je vous dis qu'à l'heure actuelle,
Ces écosystèmes sont responsables d'à peu près 0,2 gigatonnes de CO2 par an séquestrés. Donc c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Alors, que se passerait-il si on restaurait tous les écosystèmes à carbone bleu planétaire, tous les herbiers de Posidonie, tous les marais aspartines, tous les présalés, toutes les mangroves, parce que les mangroves en font partie évidemment, hein. Qu'est-ce qui se passerait si on faisait ça? On gagnerait peut-être à peu près 20 à 30%. Pas tellement plus à l'horizon 2030, parce qu'aussi il faut qu'ils atteignent une certaine forme de maturité, etc. etc. Donc c'est intéressant de faire ça, c'est intéressant pour la biodiversité, mais c'est évidemment pas la solution qui permet un passage à l'échelle, qui permet d'atteindre l'objectif de 7 à 9 gigatonnes. Alors, autre option, on l'a évoqué tout à l'heure, les algues, ces fameuses algues qui font la photosynthèse, qui capturent du CO2. On n'a plus de place sur Terre pour faire des forêts, les forêts brûlent, eh bien faisons des forêts en mer, des problèmes d'afforestation marine. Alors il y a des startups qui commencent là-dessus, qui ont vraiment des projets très ambitieux. Mais voilà, en fait, les ordres de grandeur, c'est les suivants, c'est de se dire que l'algoculture pourrait globalement capturer 0,6 gigatonnes de CO2 par an si on octroyait 20% de la surface océanique. Donc c'est pas très efficace finalement, même si les algues poussent très très vite. Hein, une laminaire à plusieurs mètres par mois en période de croissance. Donc ça produit beaucoup de biomasse. Cette biomasse, il faut la séquestrer, c'est-à-dire qu'il faut l'enfouir dans les fonds marins. Imaginez, donc, et 20% de la surface océanique. Les algues, elles poussent sur des cordes, il faut des bouées, il faut des corps morts, il faut des bateaux, il faut des types qui aillent dessus pour mettre les algues dans les torons des cordes. Il faut les faire pousser, il faut les récolter, il faut les enfouir dans le fond des mers. Et tout ça sur une surface du globe qui est à peu près grande comme l'Europe. Donc je vous laisse imaginer la somme de travail que ça représente. Le passage à l'échelle à l'horizon 2050, il paraît quand même assez compromis. Mais voilà, il faut savoir que ça existe, qu'il y a quand même des startups innovantes qui partent sur ces sujets-là et que localement, en tout cas, ça peut aider. En tout cas, comme je dis toujours, chaque gramme de CO2 compte et si ça, c'est toujours mieux que rien. Mais il ne faut pas penser que c'est la solution, qu'il y a une solution. C'est pareil pour les écosystèmes à carbone bleu. Et donc, il faut imaginer que pour atteindre 1 gigatonne de CO2 par an, il faut augmenter les surfaces cultivées d'algues d'à peu près 50% par an tous les ans. C'est un peu comme notre niveau de baisse d'émissions de 5% par an cumulé. Mais là, c'est pareil, mais il faut doubler les faut augmenter les surfaces de 50% globalement tous les ans pendant 10 ans. Voilà, donc ça risque d'être assez compliqué d'atteindre les objectifs de neutralité avec uniquement des algues. Ça risque d'être très compliqué. Alors une autre technique, et c'est la dernière que j'aborderai, je vais la détailler celle-ci. Je vais la détailler. Là, ce que vous voyez sur cette image, c'est un bateau qui fait des ronds dans l'eau au large de Cape Cod aux États-Unis et qui libère dans son petit panache rouge, qui est de la rhodopsine, qui est un colorant de grade alimentaire, de l'hydroxyde de sodium, NaOH. Et donc ce qui se passe là sur cette image, globalement, c'est qu'on augmente l'alcalinité de l'océan. On diminue son acidité, on augmente son alcalinité. Et là, pour le coup, l'ajout d'alcalinité océanique, si on faisait ça à l'échelle de l'océan mondial, pourrait séquestrer de 3 à 30 gigatonnes de CO2 par an. Donc là, tout d'un coup, on a une solution qui pourrait passer à l'échelle, qui pourrait nous permettre d'atteindre, à l'horizon 2050, notre objectif de neutralité, voire même compenser nos émissions actuelles. C'est dangereux d'ailleurs de dire ça, parce que quelque part, ça peut nous détourner de l'objectif de baisse des émissions. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai plein de collègues qui ne veulent absolument pas travailler sur ces questions-là, parce qu'ils considèrent que dès lors qu'on travaille sur ces questions-là, quelque part, on se fait caution d'un système qui va continuer. Donc là, il y a des vrais sujets de positionnement des scientifiques, on pourra en parler si vous voulez. Alors l'alcanisation, le principe, c'est quoi? Je reviens sur ma fameuse équation qui décidément aura fait la matinée, que vous avez, je pense, bien compris, donc je ne la redétaille pas. Mais l'alcalinité, c'est quoi? Donc ce n'est pas l'inverse de l'acidité. Souvent, on pense que alcalin, c'est l'inverse de acide. Ce n'est pas tout à fait ça. L'alcalinité, c'est la capacité de l'eau de mer à neutraliser des acides, à consommer des protons. Et donc, dans le cas ici, c'est globalement consommer des protons, c'est aussi consommer du CO2. Parce que quand j'ajoute du CO2, finalement, je produis des protons. Donc si je consomme des protons, je peux capturer plus de CO2. Vous voyez, quelque part, la réaction va plus dans le sens orange. Donc on neutralise des protons en ajoutant de l'alcalinité et globalement le CO2 qui est dissous se transforme en bicarbonate et en carbonate. L'augmentation d'alcalinité permet de favoriser cette réaction-là dans ce sens-là.
Donc pour augmenter de l'alcalinité, il y a deux options. Ou bien on ajoute un composé X dans l'eau qui va capturer les protons, ou bien on enlève des protons. Il y a deux techniques. Et je vais vous expliquer comment cela se présente-t-il. L'idée d'alcaliniser les océans pour lutter contre le changement climatique a été évoquée pour la première fois dans la littérature scientifique en 1995, avant même qu'on parle d'acidification. Et cette idée-là a été publiée par le directeur scientifique d'ExxonMobil. J'y reviendrai. C'est un petit détail. Alors, la première option, ajouter des roches, des minéraux, carbonatés ou silicatés dans l'eau, pour augmenter l'alcalinité de l'eau de mer. Il faut imaginer là donc une activité minière extractiviste, au cours de laquelle on va extraire des roches, les pulvériser, les broyer, les transporter, les amener ici sur le port de Brest, transporter ça plutôt dans l'océan austral parce que c'est là que globalement ce sera le plus efficace pour capturer du CO2 et que globalement la réaction, en gros, quelle roche, je l'ai mis ici, typiquement des roches silicatées type olivine, serpentine, roche basaltique. La réaction, vous la voyez ici. Pour de l'olivine, typiquement, c'est une roche silicatée à base de magnésium et de silicate qui va consommer du CO2, libérer du magnésium, libérer du bicarbonate et libérer des silicates. C'est la réaction qui est en bas du petit schéma ici. On peut aussi utiliser du calcaire. On l'a évoqué avec les coquillages tout à l'heure. Les réactions de dissolution du calcaire, vous l'avez ici écrite. CaCO3 plus CO2 plus H2O va libérer du calcium et du bicarbonate. Donc là, globalement, on consomme du CO2. Et c'est intéressant, pour une mole d'olivine, on consomme 4 moles de CO2. Donc les roches silicatées sont de très bonnes candidates, et particulièrement l'olivine, à ce genre d'opération-là. Parce qu'elles se dissolvent relativement facilement. Je dis bien relativement. Pour l'avoir testé, c'est quand même pas évident. Mais en tout cas, elles ont un pouvoir de dissolution qui est raisonnable, avec un rendement de capture de CO2 potentiellement intéressant. Et puis, alors de l'olivine, il y en a globalement partout dans le manteau terrestre. C'est quelque chose qu'on peut extraire. Et alors pour le coup, quand je parle d'extraction minière, on n'est pas dans le cas de l'extraction pour des métaux, par exemple, où vous pulvérisez une tonne de roche pour avoir 30 grammes de cuivre. Non, là, globalement, la roche y passe au complet. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout le même genre de process. Et donc, c'est ce process-là qui permettrait de séquestrer plusieurs gigatonnes de CO2 par an. Autre option, on retire des protons. Soit on ajoute des minéraux qui consomment des protons et du CO2, ou soit on élimine l'acide qui est présent dans l'eau de mer. Il n'y a pas vraiment d'acide dans l'eau de mer, mais globalement, il faut imaginer que l'eau de mer, c'est de l'eau avec du chlorure de sodium, et qu'avec de l'énergie, avec un courant électrique, on fait de l'électrochimie, une réaction chlore-alcali, et on produit de l'acide chlorhydrique d'un côté et de l'hydroxyde de sodium de l'autre côté, NaOH. Et c'est cette solution basique NaOH que l'on disperse dans l'océan via un émissaire et qui va capturer du CO2 pour fabriquer du sodium et du bicarbonate. La réaction est à droite ici. Donc là, clairement, on fabrique des petites usines à gaz, des petits modules d'électrochimie qui nous permettent de produire une solution basique qui est relarguée dans l'océan et qui va venir s'équilibrer avec l'atmosphère, du moins c'est ce qu'on espère, pour capturer du CO2 et former à nouveau du bicarbonate, qui est une forme extrêmement stable. Le bicarbonate ne va pas retourner dans l'atmosphère, c'est pas volatile. Et ce qui est intéressant de l'alcalinité, c'est que non seulement le potentiel est, entre guillemets, prometteur, je mets des guillemets, mais c'est qu'en plus, la séquestration, c'est du très long terme. Quand vous avez du bicarbonate dans l'eau, il est quasiment inerte, en fait, il ne réagit quasiment plus. En tout cas, il ne refera pas du CO2. Donc là, pour le coup, c'est une séquestration séculaire millénaire. Et ça, c'est intéressant. Quand on parle de capturer du CO2 atmosphérique par l'océan, on veut quand même une séquestration qui dure plus de 100 ans. Pas un truc évanescent qui va remonter et dégazer. Voilà, donc pour l'ajout d'alcalinité, typiquement, c'est le genre de choses qu'on peut imaginer. Dans un cas, on a une solution qui présente plusieurs gigatonnes de potentiel, qui repose sur une activité minière qu'il faut pulvériser, broyer, transporter, disperser avec des impacts. De l'autre cas, on a plutôt une méthode
petites usines, petits modules, petits potentiels, mais qui multipliés, ainsi de suite, peut finalement arriver peut-être à 1 gigatonne ou 2. Alors, le modèle électrochimie, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il peut se coupler en aval d'usines de traitement des eaux de mer, typiquement des usines de désalinisation. Il y a des saumures qui sont très salées et qui se prêtent assez bien au process électrochimique et à la génération d'un effluent basique qui peut après s'équilibrer et capturer du CO2. Donc l'électrochimie, globalement, c'est une option globalement techno qui présente un potentiel au sortir d'usines de désalinisation, par exemple, dont on va en voir de plus en plus, hélas. Okay. Bah oui, hélas, parce que c'est un peu un constat d'échec quand on arrive à désaliniser de l'eau de mer parce qu'on n'a plus d'eau douce, d'où mon commentaire. C'est quand même un peu triste d'en arriver là, d'autant que c'est très énergivore. Alors, les impacts sur l'environnement de tout ça, l'ajout d'alcalinité, est-ce que cela a un impact ? Eh bien oui, parce que l'ajout d'alcalinité, ce n'est pas juste l'alcalinité qui augmente dans l'océan, c'est toute la chimie des carbonates qui est altérée. On ajoute du bicarbonate, on ajoute des carbonates, le pH change, la pression partielle de CO2 également est soit à la baisse, soit à la hausse, selon qu'on est en équilibre avec l'atmosphère. La concentration en carbone inorganique dissous va également changer. Et puis, c'est les taux de saturation en calcite, aragonite, toutes ces formes de calcaire, toutes ces formes prismatiques de calcaire qui vont être altérées. Quand on augmente l'alcalinité, quelque part, alors là, pour le coup, c'est l'inverse de l'acidification, on augmente le risque de précipitation de carbonate de calcium. Et puis, quand on ajoute des minéraux dans l'eau, on change la composition ionique de l'eau. Typiquement, si j'ajoute du calcaire, j'ajoute du calcium aussi. Si j'ajoute de l'olivine, j'ajoute du magnésium et des silicates. Et tout cela ne sera pas anodin sur l'écosystème, puisque ces composés-là sont utilisés par les organismes pour croître, se reproduire, etc. etc. Donc on peut imaginer que cela pourrait avoir des impacts sur la dynamique des populations et des communautés. Et le problème le plus préoccupant, c'est le risque d'ajout de métaux qui sont présents à l'état de trace dans ces composés minéraux. Typiquement, l'olivine contient du magnésium, certes, généralement un noyau de magnésium, mais ça peut être un noyau de fer, donc on peut ajouter du fer. On peut également ajouter certains métaux traces comme du cobalt, du nickel, du chrome, toutes sortes de métaux qui ne sont pas présents dans le milieu marin, dans le milieu aquatique. Typiquement du nickel dans l'eau de mer, quand vous faites une analyse de détection, vous n'en avez pas. Par contre, dans l'olivine, il y en a beaucoup, et du coup, de dissoudre de l'olivine pourrait tout d'un coup apporter ce métal dans des quantités qui pourraient être potentiellement toxiques pour les organismes marins. Et donc générer un stress chez les organismes. Alors qu'est-ce qu'on sait des impacts de l'ajout d'alcalinité ? Je vous parle beaucoup d'ajout d'alcalinité parce que c'est potentiellement le truc le plus prometteur. D'accord ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a toute une communauté scientifique qui se penche aujourd'hui sur cette question-là. Alors, qu'est-ce que l'on sait de ça ? Et ce que vous avez sur ce graphique-là, c'est une évolution temporelle du nombre de publications qui existent sur l'évaluation des impacts de l'ajout d'alcalinité. La première publication qui est sortie, c'était en 2013. Est-ce que cette publication, ce que les auteurs ont fait globalement, c'est qu'ils ont exposé des femelles levées de crabes à un ajout d'alcalinité relativement modéré. C'était 200 à 400 micromoles par kilo. Alors je précise que l'unité de l'alcalinité, c'est des micromoles par kilo, et que l'océan ici, tel qu'on le voit ici en rade de Brest, c'est à peu près 2300 micromoles par kilo. En gros, c'est la quantité, c'est la somme des cations moins la somme des anions. Autrement dit, c'est le pouvoir de l'eau à compenser, à consommer des protons. Et donc là, il est positif parce que globalement, on a une eau qui est plutôt alcaline, plutôt basique. Voilà, donc c'est juste pour donner quelques ordres de grandeur, mais c'est peut-être pas très utile. Mais globalement, on ajoute un peu d'alcalinité de manière modérée. Et globalement, ce qui a été observé, c'est une alcalose respiratoire, c'est-à-dire une composition sanguine altérée, enrichie en bicarbonate, avec du coup des impacts sur la capacité de l'organisme à capter le dioxygène. Globalement. Donc il a déjà été observé en 2013, il y avait une première étude qui avait été faite par nos collègues anglais de Plymouth, qui avait montré que l'ajout d'alcalinité avait quand même un impact direct sur la composition sanguine de ce crabe, avec des impacts physiologiques sur la respiration. Globalement, c'est ça qui a été observé en 2013. Alors depuis, il y a un certain nombre de publications qui sont sorties. Aujourd'hui, il y en a 32 publications qui ont évalué les impacts. Alors 32, c'est assez peu, ça ne permet pas de conclure. 32, ça ne permet pas de dire il faut y aller, il ne faut pas y aller.
Je ne ferai pas ce constat-là aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, je vous rappelle, l'acidification, c'est quelques milliers d'études sur les impacts de l'acidification. Là, on est à 32. Donc on est au début de quelque chose, donc une croissance exponentielle dans le nombre de publications. Mais j'ai quand même fait une petite revue de la littérature de ces 32. Déjà, sur quoi portent-elles, ces 32 publications? Elles portent principalement sur les organismes planctoniques, c'est-à-dire les organismes qui vivent dans la colonne d'eau, qui nagent ou qui sont en suspension. Typiquement, donc c'est le bactérioplancton, il y a des bactéries, c'est le phytoplancton, hein, c'est tout ce qui est végétal. Et puis il y a le zooplancton, donc le plancton d'origine animale. Voilà, donc la grande majorité des études portent sur ces organismes-là. Quelques études sur les crustacés, les mollusques ou autres invertébrés, une étude sur les poissons uniquement et une étude sur les algues. Et globalement, le code couleur bleu et orange, c'est y a-t-il ou non des effets? Autrement dit, voilà, est-ce que l'ajout d'alcalinité a un effet sur la variable qui est mesurée dans l'étude? 3 études sur 4 aujourd'hui montrent qu'il y a eu un effet. Alors, là encore, je précise, un effet, ce n'est pas forcément grave, c'est juste qu'il y a un effet, c'est-à-dire qu'on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative. Ça ne veut pas dire que l'écosystème va s'effondrer, c'est pas ça que ça veut dire. D'accord? Typiquement, dans le cas du plancton, en grande majorité, les études montrent que lorsqu'on ajoute de l'alcalinité dans le système, la composition de la communauté planctonique change. Typiquement, quand on ajoute un résidu d'olivine qui est riche en silice, ça va favoriser les diatomées. C'est typiquement par rapport à d'autres espèces de phytoplancton. Voilà, c'est ça que ça montre aujourd'hui. Typiquement, chez les crustacés, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand vous les mettez sur une plage d'olivine, ils n'aiment pas ça, ils ont tendance à aller sur un autre type de plage. Quand je dis des plages, c'est en termes expérimental. Je vais vous montrer tout à l'heure un plan d'expérience qui illustre à peu près ça. Sur les mollusques, il a été observé que, par exemple, des mollusques fouisseurs qui vivent dans le sédiment, quand vous les mettez dans un sédiment enrichi en olivine, ils ont tendance à plus vouloir s'enfouir. Ils ont tendance à vouloir aller ailleurs aussi. Voilà, donc on voit qu'il y a des effets, il y a des impacts, mais aujourd'hui, quelque part, les répercussions à l'échelle de l'écosystème, on ne les connaît pas. Tout le travail est à faire. Alors, on a commencé à travailler sur ces questions-là. On a travaillé sur l'impact de l'ajout d'alcalinité sur des huîtres. Vous avez compris que c'est mon animal fétiche, modèle, sur lequel en fait, on a une filière associée à ça. Donc, c'est toujours intéressant de se dire que ce qu'on fait aura un impact pour des gens qui cultivent, qui élèvent finalement ces animaux-là. Et donc on a travaillé sur l'huître d'abord parce que c'est une espèce calcifiante sensible à la chimie des carbonates, sensible à l'acidification et donc potentiellement à l'ajout d'alcalinité. Ensuite de ça, c'est une espèce qui est ingénieure des écosystèmes. Grâce à elle, elle crée des récifs et il y a plein d'autres espèces qui vivent en association. Et puis elle est élevée pour l'aquaculture. Et donc on a voulu évaluer l'impact de l'ajout de composés chimiques qui augmentent l'alcalinité sur cette espèce-là. On a travaillé sur 2 phases en fait. Là ici sur ce schéma, vous avez le cycle de vie de l'huître. Donc une huître, la manière dont ça fonctionne, je pense que vous le savez, mais globalement vous avez un gisement d'huîtres adultes qui émettent des gamètes dans la colonne d'eau où se fait la fécondation, puis l'embryogénèse. Donc vous avez un embryon ici qui se transforme en larve D, capable de se nourrir. Donc ça c'est une étape qui dure à peu près 48 heures, qui est déterminante pour le reste de la vie de l'organisme, qui va quelque part conditionner sa vie future. Les larves restent à peu près une quinzaine de jours dans la colonne d'eau où elles nagent, elles se déplacent, elles vont coloniser de nouveaux substrats, de nouveaux habitats. C'est ce qui fait que l'espèce peut être invasive dans plein d'endroits, c'est qu'elle se déplace et qu'elle arrive à coloniser de nouveaux habitats. Et puis après une quinzaine de jours, elle tombe dans le fond de l'eau. Globalement, elle synthétise un pied ici qui lui permet d'explorer le substrat. Et puis elle va se métamorphoser littéralement, un peu comme le papillon, la chrysalide, pour devenir une huître adulte qui est celle que l'on connaît. Donc il y a une alternance de phases dans la colonne d'eau et puis qui tombe sur le fond où là l'animal devient benthique, fixé, sessile, il ne bouge plus. Voilà, ça c'est le cycle de vie de l'huître. Et on a travaillé sur 2 étapes globalement du cycle de vie, l'embryogénèse et la métamorphose, qui sont des étapes clés où il y a généralement beaucoup de mortalité, qui sont des déterminants finalement de la dynamique des populations. La métamorphose, c'est clairement la transition vers le recrutement dans la population adulte. Typiquement, les pêcheurs s'intéressent beaucoup à ces questions-là de recrutement. Dans les populations de poissons, ça fonctionne à peu près de la même manière. Donc voilà, c'est des étapes clés qui sont extrêmement importantes. Alors, ce qu'on a pu observer, c'est que lorsqu'on ajoute du carbonate de sodium à l'état pur, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est le pourcentage de normalité des embryons d'huîtres après 48 heures d'exposition à un ajout d'alcalinité plus ou moins important, selon qu'on se déplace sur l'axe des X,
en carbonate de sodium. Et l'expérience a été faite 3 fois, les petites couleurs différentes, c'est 3 expériences différentes. Donc on voit que quand on augmente l'alcalinité du milieu, ça n'a aucun effet sur la normalité du développement embryo-larvaire. Autrement dit, ça ne leur fait rien. C'est extrêmement robuste. 11 000 micromoles par kilo d'alcalinité, c'est énorme, ça n'existe pas en nature. Et pourtant, les animaux ont l'air de très bien gérer ça. Ça ne leur pose absolument aucun problème. Ça, c'est de ce que j'appelle de l'alcalinité pure, c'est-à-dire qu'on a pris un composé chimique purifié, il n'y a que du carbonate de sodium. NaHCO3, c'est ça la composition moléculaire globalement. NaCO3, pardon. Ça, c'est du bicarbonate de sodium, sinon. En revanche, quand on génère de l'alcalinité en dissolvant de l'olivine, le résultat est très différent. Là, on voit qu'on a un pourcentage de normalité au départ quand on ne met pas d'olivine qui est de 100%. Et dès qu'on rajoute de l'alcalinité par de la dissolution d'olivine, globalement, la normalité diminue pour atteindre un plancher à 0% de normalité. Autrement dit, on a des larves à la fin complètement dégénérées, qui n'ont pas de coquilles, qui se développent n'importe comment ou qui ne se développent pas. Et globalement, et ça, les 3 expérimentations qui ont été faites ont montré la même chose, quelque part avec des points de bascule plus ou moins éloignés par rapport aux conditions ambiantes. Mais à chaque fois, ça ne manque pas, l'ajout d'alcalinité par la dissolution d'olivine a un effet extrêmement négatif. Alors on a voulu comprendre pourquoi on avait ces effets négatifs et globalement le résultat ne s'est pas fait tarder. On a fait des analyses élémentaires de la composition de l'eau dans nos systèmes d'élevage. Et ce qu'on a observé, c'est que quand on dissout de l'olivine, on ajoute du nickel de manière massive. Ce que vous voyez ici, la ligne droite, c'est la concentration en nickel en fonction de l'alcalinité ajoutée selon que ça vient de l'olivine ou du carbonate de sodium. Et là, vous voyez bien que dans un cas, on n'a rien ajouté du tout. Et dans l'autre, on a monté la concentration en nickel jusqu'à 800 ppb, sachant que la dose létale 50, c'est-à-dire la dose à laquelle 50% d'une population d'huîtres va succomber à ce toxique, c'est à peu près 300. Donc nous, on a atteint 800, on comprend très bien du coup que globalement, tout est au tapis quand on ajoute beaucoup d'alcalinité liée à de la dissolution de l'olivine. Donc là, on voit un effet quand même globalement très négatif de la dissolution de l'olivine, qui reste le candidat privilégié des opérations d'alcanisation des océans. Et là, on voit que ça aura de toute façon globalement un impact majeur, en tout cas à des niveaux d'alcalinité relativement élevés, de l'ordre de 3700 jusqu'à 6000 micromoles par kilo. On aura un impact extrêmement important de l'ajout de ce composé-là dans l'eau de mer, sur le développement embryo-larvaire de cette espèce. Donc c'est très spécifique, encore une fois. Alors on a fait une expérimentation un peu différente cette fois-ci. On a voulu voir l'impact sur la métamorphose de ce genre de composé-là. Et là, on a travaillé très différemment. On n'a pas dissous de l'olivine dans l'eau de mer pour augmenter l'alcalinité. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une expérimentation où on a créé des plages. Donc il faut imaginer un tamis. Donc c'est percé, c'est des petits trous de 200 microns à peu près, sur lesquels on dépose du sable. Et par-dessus, on ajoute des larves d'huîtres qui sont prêtes à se fixer, à tomber dans le fond, à explorer le substrat, à se métamorphoser. C'est l'image que vous voyez ici. Ça, cette petite coquille ici avec cette tache sombre, c'est l'estomac d'une larve d'huître qui est en train de se fixer avec son pied ici, là, qui explore le substrat. Donc c'est un très grand pied. Et tout ça, c'est des grains de sable en fait. Et donc on a créé des plages, des tamis remplis d'olivine ou des tamis remplis de carbonate de calcium, qui est le substrat qui est utilisé aujourd'hui dans les écloseries pour faire de la fixation. D'accord ? Donc voilà ce qu'on a fait. Et on a voulu voir en fait quel impact l'olivine pouvait avoir sur la fixation, la métamorphose, le succès de vie future des huîtres. Et là, j'ai juste cette photo qui vous montre globalement le résultat. Ici, sur cette photo à gauche, vous avez les petits points sombres. Globalement, c'est les larves d'huîtres qui se sont métamorphosées sur les grains ici d'olivine en transparent. Donc il y en a globalement assez peu. Et à droite, c'est la même chose sur du carbonate de calcium, qui est notre substrat de référence utilisé en écloserie. Donc là, on voit déjà visuellement que c'est très différent, que le succès de fixation métamorphose sur olivine est globalement très faible par rapport à ce qu'on a obtenu sur le carbonate de calcium. Et en haut, vous avez globalement la biomasse fixée, le taux de fixation et les points individuels de chaque individu. Et donc on voit, voilà, bon, je pense que ça se dispense de commentaires, vous avez compris le truc. Globalement, nos petites larves en fixation n'aiment pas du tout les plages d'olivine. Elles n'aiment pas du tout ça, un petit peu comme les crustacés d'ailleurs qu'on a pu observer dans la littérature qui fuyaient ces milieux-là. Donc elles n'aiment pas. Et pourtant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que donc on a seulement 32 études d'impact. Là, on va contribuer avec celle-ci.
Mais globalement, le coup est parti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les privés, les startups se lancent là-dessus quand même, je ne vais pas dire massivement, mais il y a un certain nombre d'initiatives aujourd'hui qui ont lieu dans le milieu naturel. Il y a 55 projets aujourd'hui, selon l'Observatoire sur la géo-ingénierie, qui tournent sur l'ajout d'alcalinité des océans et qui se font globalement à une échelle pilote dans l'écosystème. Je donne cet exemple. Planetary Technology au Canada qui relargue quelques tonnes de brucite dans la rade d'Halifax par un processus globalement électrochimique et qui a obtenu pour la première fois des crédits carbone pour cette activité-là, qui ont été certifiés selon un protocole validé. Et ces crédits carbone ont été achetés par Shopify, qui est un vendeur en ligne sur Internet, pour par la suite faire en sorte que les gens qui consomment là-dessus aient une consommation neutre en CO2. Voilà. Donc, on est loin des émissions inévitables. Hein. Au départ, on fait ça. Donc, quand on parlait tout à l'heure de dévoyer un petit peu le process, hein, là, on est clairement là-dedans. C'est-à-dire que globalement, qui investit dans ces technologies-là aujourd'hui, c'est les GAFAM, c'est Microsoft, c'est tout ça. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément pour les hôpitaux, pour tout ce qu'on imagine dans un monde à neutralité carbone. Autre exemple, ici, on est en Caroline du Nord. Vous avez un tracteur qui déverse de l'olivine sur une plage. Une olivine qui a été extraite un petit peu plus haut en Norvège. Donc, il a fallu la transporter sur des barges. Elles ont traversé l'Atlantique. Et là encore, vous avez un petit site internet ici où vous pouvez compenser vos émissions de CO2 quand vous consommez sur internet. Et ce site-là vous propose de créer des plages d'olivine pour vous. Or, nous, on voit que l'olivine n'a pas forcément un effet bénéfique globalement sur la biodiversité. Voilà, donc il est temps qu'on se mette au boulot, je pense, nous, communauté scientifique, pour cadrer un peu, pour en tout cas faire en sorte qu'il y ait un éclairage. Parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics nous questionnent sur tout ça, évidemment. On sent qu'il y a un engouement, qu'il y a un intérêt, qu'il y a une potentielle solution, une solution qui pourrait passer à l'échelle, qui pourrait d'ailleurs maintenir le système à flot. Et donc, clairement, il faut au moins apporter des éléments factuels d'impact et pas juste y aller avec notre ressenti, mais juste amener des chiffres. Voilà. Donc nous, c'est là-dessus qu'on se positionne. Simplement vous dire que, je terminerai sur ces deux diapos-là, que ces idées-là, finalement, de géo-ingénierie, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure, de géo-ingénierie climatique, elles ne sont pas nouvelles. Hein. Elles datent de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on craignait déjà un hiver nucléaire qui refroidirait massivement les températures planétaires. Je pense que vous connaissez un petit peu mieux le sujet que moi. En 1950, l'idée de contrôler les précipitations, notamment aux États-Unis, il y avait certains endroits où il pleuvait très très peu, et donc l'idée d'ensemencer les nuages pour faire pleuvoir. Donc ce n'est pas des idées très nouvelles finalement, et qui sont finalement un héritage ancien de notre société thermo-industrielle qui vise à contrôler globalement, à maîtriser l'environnement dans lequel on vit. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a l'impression que c'est très nouveau, mais ça ne l'est pas. C'est même plutôt globalement assez daté. Premier rapport du GIEC sur la géo-ingénierie 2005. Accord de Paris qui, je l'ai dit, finalement, implicitement ont tablé sur ça. La neutralité carbone ne sera pas possible aujourd'hui sans séquestration active du CO2. Voilà, donc simplement vous rappeler ça. Et que ça amène un certain nombre de questions. Tout ça, malgré tout, c'est quelque chose qui n'est pas mûr du tout. Bien que le concept soit ancien, il est aujourd'hui pas mûr parce qu'il y aura fatalement des impacts sur la biodiversité. La question de l'efficacité de l'élimination et la durée du stockage, on n'en a aucune idée. Quand on parle de 3 à 30 gigatonnes d'élimination par l'ajout d'alcalinité, nul n'en sait rien aujourd'hui en vérité. C'est des ordres de grandeur. Quand vous regardez les écarts types autour de l'estimée, ils sont aussi grands que l'estimée elle-même. D'accord ? Je pense que plus que la moyenne, ce qu'il faut regarder, c'est les paramètres de dispersion autour d'une moyenne. Et là, ils sont immenses. Ils sont immenses. Alors, il y a un truc que je n'ai pas dit, mais il y a un gros problème de mesure. Comment on prouve qu'on a séquestré du CO2 ? Et mesurer de la séquestration de CO2 dans l'océan, je peux vous dire que c'est un défi. Et il est possible qu'on ne soit pas capable de le relever d'ici les 20 prochaines années.
Je m'explique, en fait, quand on enlève du CO2 de l'océan, on l'enlève de l'océan, pas de l'atmosphère. On est d'accord là-dessus. Nous, on travaille à essayer de dépléter les masses d'eau de leur CO2 et on espère que tout ça va s'équilibrer avec l'atmosphère et qu'on va générer un flux entrant de l'atmosphère vers le CO2. Or, cet équilibrage, il prend globalement plusieurs semaines, mois, années. Et les masses d'eau, elles ne restent pas gentiment à la surface en attendant d'être équilibrées. Non, non, vous avez des zones de subduction océanique, vous avez des eaux... Du coup, les eaux que vous avez déplétées en CO2, admettons que vous, ici, vous restauriez, ici, en rade de Brest, un marais aspartine pour capturer du CO2. Vous avez enlevé du CO2 de l'eau de mer. L'eau de mer dans la rade de Brest sort par le goulet, commence à s'équilibrer gentiment avec l'atmosphère, et puis ces eaux-là, qui sont finalement de densité plus faible, parce qu'elles sont moins salées que les eaux marines au large, tombent au fond. Eh bien, il n'y a pas eu d'équilibrage. Vous avez enlevé du CO2 de l'eau de mer, mais vous n'avez pas enlevé du CO2 de l'atmosphère. Donc aujourd'hui, le CDR marin, enfin l'élimination du dioxyde de carbone marin, se prête assez mal à cet exercice comptable qui est inhérent à notre société capitaliste, qui doit chiffrer globalement les quantités de CO2 séquestrées pour avoir un retour financier dessus. Et ça, c'est un vrai défi. Et ça, aujourd'hui, la science ne sait pas répondre à ça. Donc on n'est pas prêt pour 2050 et pour vous dire, voilà, on est bien arrivé à 7 à 9 gigatonnes et puis du coup on a des systèmes économiques fondés là-dessus, sur du crédit carbone et de l'échange, etc., etc. Voilà, la question du passage à l'échelle, j'en parle même pas, notamment sur l'électrochimie. Une usine électrochimique aujourd'hui va capturer quelques milliers de tonnes de CO2 maximum, c'est tout ce qu'on sait faire. Donc pour arriver aux millions de tonnes et à la gigatonne, on n'y est vraiment pas du tout. Il y a toute la question de la perception et de l'acceptabilité sociale. Il y a eu des échecs retentissants où il y a eu des usines d'alcanisation qui ont tenté des essais à l'échelle pilote, notamment en Cornouailles en Angleterre, qui se sont fait foutre littéralement dehors par les populations riveraines qui n'étaient pas assez informées et qui ne voulaient rien savoir de ça. D'accord ? Donc il y a quand même la question de l'acceptabilité sociétale qui va se poser. Et puis la question de la gouvernance, parce que, alors là c'est un vrai sujet, parce que comme je vous dis, l'équilibrage il se fait ailleurs. C'est-à-dire que vous capturez du CO2 ici en rade de Brest, mais l'équilibrage il peut se faire en Islande. Qui a les crédits carbone? Qui a capturé le CO2? Comment est-ce qu'on... Vous voyez? Donc il y a tout un sujet autour de la gouvernance mondiale des océans qu'il faut régler, et puis le coût de tout ça, parce que tout ça ne sera évidemment pas gratuit, et comment finalement créer un modèle économique, si je puis dire, pour ce genre de techno-là, qui paye les usines d'alcanisation qui seront au sortir d'usines elles-mêmes de désalinisation. Alors est-ce que c'est un impôt sur les déchets? Il y a des gens qui pensent à ça, parce que finalement le CO2 est considéré comme un déchet de nos sociétés, au même titre que votre poubelle jaune et votre poubelle bleue. Et donc, voilà. Donc tout ça, ce sont les questions qui nous restent à élucider, globalement. Et ça termine mon propos. Merci. Bon. Il y a plein de doigts là. Et justement, en réaction à votre dernière évocation, oui. Vous parlez de coûts. Est-ce que vous avez une idée, enfin vous et d'autres qui travaillez sur le sujet, ont une idée du coût de la tonne de CO2 absorbée? Alors aujourd'hui, il est faible. Alors je ne suis pas spécialiste des marchés carbone, mais globalement, aujourd'hui, il est faible. Aujourd'hui, on considère qu'il est inférieur à 50 $. Donc 50 $, vous n'allez pas loin, parce qu'en électrochimie, pour une tonne de CO2 absorbée, on parle de 400 à 500 $ la tonne. Sur les minéraux, ça sera un peu moins. Sur l'ajout de minéraux, ça sera un peu moins. Mais globalement, c'est ça les ordres de grandeur. Donc aujourd'hui, c'est 10 fois trop cher par rapport au coût du marché. Bon, moi, j'ai pas mal d'objections à votre discours. D'abord, si on rajoute de l'olivine, ça augmente la concentration de nickel. Mais dans la mer, il y a du nickel en concentration assez faible, mais 5 parties par milliard. Oui, et c'est très faible. effectivement, si on augmente la concentration en nickel, j'imagine que c'est un poison pour les organismes. Le problème, c'est qu'effectivement, ça peut être intéressant de ne pas augmenter trop la concentration en nickel, oui. parce qu'au début, le nickel n'avait aucun effet. Mais effectivement, dans ce cas-là, c'est ne pas déverser de l'olivine sur les trucs. J'ai été très choqué, personnellement, par ce que vous avez dit sur la désalination, qui, à mon avis, est un progrès technique remarquable pour les gens qui manquent d'eau. Donc, je ne suis absolument pas d'accord avec votre opinion sur la désalination. Et il y a plein de choses, pour moi,
qui fleure ce que j'appellerais l'obscurantisme anti-science. Et je le regrette beaucoup parce que vous êtes un excellent spécialiste de votre domaine, mais de là à demander, à dire aux gens que de toute façon les solutions qu'on leur propose ne marcheront pas, c'est vraiment exactement une attitude négative que je reproche beaucoup à certains gens de ce genre-là. Alors, pour ce qui concerne la désalinisation, je suis tout à fait d'accord que quand on manque d'eau, c'est la seule solution et qu'il faut le mettre en place. Ce qu'on peut déplorer, c'est d'en arriver là. Non, non. Vous m'écoutez pas. Non, non. Mais si vous permettez, ce qui est déplorable, c'est d'en arriver là. C'est d'en arriver à ce qu'on appelle de la maladaptation, parce que vous savez comme moi que c'est fortement émetteur de CO2. Ah bon? Vous créez de l'électricité avec de l'énergie nucléaire, vous n'avez pas d'émission de CO2. Oui, mais tout le monde n'a pas d'énergie nucléaire. Tout le monde n'en a pas. Et notamment dans ces zones appauvries. Et pour avoir de l'électricité nucléaire, il faut de l'eau, au passage, pour refroidir un réacteur. Très peu, mais il en faut quand même. Bon, alors admettons. Je comprends très bien que là, on est très technosolutionniste. Alors moi, ce n'est pas de l'obscurantisme, ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut rappeler les objectifs et les ordres de grandeur. Et que les ordres de grandeur ne sont pas en notre faveur. Et que si, quelque part, on pose mal le problème, on ne trouvera jamais la solution. Mais si vous voulez continuer à mal poser le problème, continuez à le faire. Moi, je pense que c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc moi, je rappelle les ordres de grandeur, parce que sans ordre de grandeur, globalement, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, des solutions, il n'y en a pas. Et qu'à part une baisse des émissions drastique, et revoir même à la baisse le niveau net zéro, il n'y a pas d'autre solution. Après, on peut restaurer tous les écosystèmes qu'on veut, etc. Là aussi, les ordres de grandeur ne seront pas à la hauteur. Ce n'est pas de l'obscurantisme que de rappeler les faits et les ordres de grandeur. Je suis navré, je ne crois pas du tout ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc c'est intéressant d'avoir une bonne vision de tout ce qu'on peut faire avec la grandeur et la possibilité de la science. Eh bien, restons dans les ordres de grandeur, les coûts. Vous dites $50 par tonne de CO2 sur les marchés volontaires de CO2. Bon. Actuellement, les mesures qu'on nous oblige à prendre en France pour éviter des tonnes de CO2, ça a un coût que personne ne calcule, mais qui est de 100, 200, 500, 1000 euros par tonne de CO2. D'un autre côté, il y a la question de gouvernance. Gouvernance, on parle beaucoup trop de on, de il faut, et tout ça, mais quelle est l'autorité qui le fera? Quelle est l'autorité qui va mesurer justement les dépenses, qui va assurer les financements? Je pense que le problème énorme, essentiel de la lutte contre les émissions de CO2, c'est l'absence de gouvernance. Et totalement. C'est tout. C'est même pas la question de coût, pour la raison que je disais. Si vos estimations de 400 à 500 euros de tonne de CO2 pour fixer du CO2 éternellement, c'est rien. Moi, je le paye plutôt que de financer l'isolation de la toiture de mon petit logement à Paris qui me coûtera plus de 1000 euros par tonne de CO2 évité. Totalement, je vous rejoins tout à fait. C'est un gros problème de gouvernance. C'est toute la diplomatie climatique qui finalement fixe des objectifs sans finalement donner. On fixe des objectifs, mais on ne donne pas la recette pour atteindre ces objectifs-là. Il n'y a rien de contraignant dans tout ça. Et donc si déjà la baisse des émissions, on n'arrive pas à la planifier, à faire en sorte qu'elle voit le jour, quid de la capture? On va se heurter globalement au même problème de gouvernance. C'est un fait. En pire, ouais. Oui, alors merci pour votre présentation, enfin pour vos présentations qui ont été super claires et très efficaces. J'aurais une première remarque. Vous aviez parlé de 50% d'augmentation annuelle pendant 10 ans pour un paramètre. Alors pour tout le monde, ça représente un facteur 57. Donc c'est énorme en fait, c'est gigantesque. Le deuxième point, il a été évoqué par un de vos collègues hier, le fait que lorsque, je crois que c'est en Antarctique, il avait fait un test de dépôt de matière pour augmenter l'albédo. Pardon ? Augmenter l'albédo peut-être. Non, pour absorber du CO2. Et l'effet avait été que certaines espèces endémiques avaient été affectées par ce dépôt.
certains phytoplanctons avaient profité du dépôt pendant que d'autres avaient perdu de leur pouvoir de développement de croissance. Oui. Tout à fait. C'est exactement ce qu'on va observer typiquement quand on dépose de l'olivine. Oui, donc je vois l'étude à laquelle vous faites allusion en fait. Elle a été faite dans l'océan Austral, en effet, par le groupe allemand de Guillaumard qui a fait ça. Et donc ils ont ensemencé des communautés de phytoplancton naturels qui étaient emprisonnées dans des petits microcosmes. Ils ont rajouté de l'olivine dedans. Ils ont regardé l'évolution de la communauté phytoplanctonique. Et ils se sont rendus compte que lorsqu'on ajoutait de l'olivine, finalement, on avait une recrudescence des diatomées par opposition aux autres groupes taxonomiques de phytoplancton qui étaient là, parce qu'elles profitaient de l'ajout de silice, qui leur permettait de faire leur petite frustule qui est faite de silice. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça s'est passé dans cette étude-là. Et donc typiquement, c'est pour ça que je vous disais en préambule, le risque en fait de ce genre de méthode, c'est quand même de déstabiliser des écosystèmes naturels. On ne connaît pas les impacts de ça. Je ne dis pas que c'est grave, mais en tout cas, il y a un point de vigilance, un point d'alerte là-dessus. Alors les diatomées, c'est des bonnes algues, hein. Globalement, c'est du phytoplancton qui est vraiment intéressant pour tous les filtreurs. Donc on pourrait imaginer que c'est un effet plutôt positif. Il vaut mieux augmenter finalement les diatomées dans une communauté de phytoplancton que des cyanobactéries, par exemple. Donc j'ai l'impression que ça va plutôt quand même globalement dans le bon sens de ce point de vue-là, mais ça reste quand même à démontrer sur l'effet en cascade sur une chaîne alimentaire trophique. Vous voyez ? Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une petite question. Tout ce CO2 qui va dans l'atmosphère, on va atteindre 450, 500, peut-être 550 ppm un jour ou l'autre, il faudra bien le remettre quelque part. Et ce quelque part, ce sera quasiment forcément l'océan. Donc j'ai en tête que l'océan, naturellement, il fixe à peu près 0,5 gigatonnes par an, à peu près. Avec tous ces systèmes-là que vous avez envisagés, on peut espérer combien ? On peut espérer... On a vu que vous avez cité des chiffres très, très élevés, mais que vous êtes pessimiste sur la réalisation. Donc ce sera quoi ? On pourrait arriver à 1 gigatonne, 1,5 ? Enfin voilà, si vous avez une idée de ça. En fait, vous avez tout le champ des possibles globalement entre 0,5 gigatonnes et 100 dans les littératures, en fonction des technologies qui sont envisagées. Donc c'est là où je vous dis qu'il y a une incertitude, un flou artistique total sur cette question-là. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Ce sera entre 0,5 et 100, globalement. Je ne peux rien dire de plus que ça. Si je reviens sur la proposition que vous faites de capter par des algues, en fait, donc de faire pousser des algues. Ce que je ne comprends pas bien, c'est qu'une fois, l'algue, elle a poussé. Alors, l'année suivante, il faut faire repousser de nouvelles algues. Souvent, dans le cas des plantes annuelles, oui, c'est tout à fait ça. Alors, et après, elles deviennent quoi, les algues ? Eh bien, on les enfouit dans le fond marin, dans les abysses. Pardon ? Ça veut dire quoi, les enfouir ? Ça veut dire que vous les déposez dans des zones de subduction océanique, de courant océanique, où vous avez des courants descendants, et elles descendent naturellement vers le fond, sédimentées, dans les zones abyssales, par exemple. Et là, elles vont se décomposer tout doucement sur le fond de l'océan, avec encore une fois un impact sur le fond, évidemment, avec un impact sur le fond. Et puis après ça, une fois décomposé, il faut voir qu'une molécule d'eau, pour faire le tour de l'océan mondial, ça prend à peu près 1000 ans. Oui. Ça veut dire qu'elles vont se décomposer, libérer du CO2, et que ce CO2-là, il vous ressortira à la face dans 1000 ans. Mais au moins, vous avez séquestré pendant 1000 ans. Bon. Ce qui est pas mal. Honnêtement, de ce point de vue-là, c'est acceptable. Okay. Voilà. Mais quand même, j'ai des collègues qui sont plutôt sur l'environnement profond et qui se posent la question d'impact que pourrait avoir l'ajout de matière organique massif comme ça sur le fond des océans. Sur des milieux qui sont quand même assez fragiles, qui se renouvellent très peu, qui sont très peu résilients. Quand on passe un coup de drague dans les grands fonds, vous revenez 50 ans après, le coup de drague, il est encore là. Une dernière question. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que, à part la diminution des émissions de CO2, il semble y avoir un antagonisme fondamental entre ce qu'on peut faire et la biodiversité. On ne va pas gagner sur les deux. Est-ce qu'on ne rêve pas de régler le problème du CO2, à part la diminution,
Et est-ce qu'on... Alors, sachant qu'évidemment, la biodiversité va diminuer si on ne règle pas le problème. Mais est-ce qu'on ne rêve pas de gagner sur les deux? Alors en fait, il faut gagner sur les deux. Parce qu'en fait, la plus grosse menace pour nos sociétés aujourd'hui, ce n'est pas le changement climatique, c'est la chute de la biodiversité. Vous enlevez les abeilles, les mouches, les vers de terre, on n'est plus rien, on n'existe plus. Donc là, on parle de marins, évidemment. Mais si demain, vous avez créé un océan blanc de calcaire, par exemple, j'imagine le truc, mais c'est quand même ça qu'on imagine quand on parle d'alcalinisation massive des océans, et que du coup, vous avez augmenté la turbidité de l'océan à un niveau tel que vous n'avez plus de phytoplancton, vous avez quelque part détruit votre pompe biologique de CO2. Ben alors là, vous avez plus rien, en fait. Vous n'avez plus de capture de CO2 atmosphérique, vous avez un effet de serre qui s'accroît massivement, vous avez perdu des espèces de phytoplancton. Bref, et c'est ce qu'on dit, et d'ailleurs, même des gens comme Jean-Marc Jancovici, qui sont très pro-carbone, par exemple, commencent à se dire il faut vraiment qu'on mette la biodiversité dans notre réflexion. On ne peut pas aujourd'hui faire que de la décarbonation. C'est absolument pas la solution. Parce que vous avez des solutions de décarbonation qui sont clairement antinomiques avec des solutions de conservation des écosystèmes. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on met en avant, en tout cas à l'Ifremer, la position qu'on a sur la géo-ingénierie marine, c'est qu'on ne va pas accompagner forcément le développement technologique, mais en revanche, on va se positionner sur la question des impacts, de l'efficacité et de la durabilité du stockage et sur les questions de gouvernance. Voilà ce sur quoi nous, on va se positionner en tant qu'institut. Et je pense que la question des impacts sur la biodiversité, ils sont majeurs et qu'il faut les mettre en avant, en fait. Parce que l'érosion de la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, je ne sais pas si vous avez lu des rapports de l'IPBES, par exemple, mais à côté, c'est des comptines pour enfants, les rapports du GIEC, dans ce qu'écrit l'IPBES. Hein, c'est quand même... ça doit quand même nous alerter, ça. En fait, l'humain est un vivant parmi les vivants et sans biodiversité, il n'existe pas. C'est pour ça que je suis totalement contre le technosolutionnisme à outrance. Ça ne sera jamais la solution. L'avenir nous le dira. Bien. Je ne ferai pas un pari là comme ça, je ne me risquerai pas à faire un pari devant vous. Mais en tout cas, si on veut gagner sur les deux camps, on a quand même une société à refonder sur des valeurs différentes, avec un rapport au monde complètement différent que celui qu'on a aujourd'hui. Clairement. Bon, très bien. Puis vous avez projeté une petite image qui est... Ouais, donc la petite image, parce que voilà, la chute de la biodiversité, ça reste quand même le truc le plus important de tous. Oui. Bien, écoutez, on vous remercie pour ces deux interventions. Voilà. Très, très, très claires. Merci beaucoup. Donc,